De retour pour les 24 heures chrono de l'international sur les plateaux de TV5 Monde pour la 11e ville des 24 heures, donc 11e ville en direct et 12e heure de direct. Et nous atterrissons à Montréal par le grand froid. Et donc j'ai l'honneur d'accueillir Carole Leduc. Bonsoir. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et Laurent Dubernay. Laurent Dubernay, bonsoir. 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 Et nous avons en direct notre consul général de Montréal, Bruno Clerc. Bruno Clerc, vous m'entendez? Très bien, bonsoir. Bonsoir, monsieur le consul. Alors pour moi, bonsoir. Voilà, on est en pleine journée, il fait un soleil magnifique. D'accord. Vous avez raison, il fait... D'accord. Alors, on a un petit souci technique, mais on va continuer, monsieur le consul. Donc, sur la présence française à Montréal, comment ça se passe? C'est quand même une ville très, très connue pour la France, mais quelle est la présence française à Montréal? La communauté française à Montréal est en fait, par sa taille, la première communauté française hors d'Europe. Nous avons à peu près 100 000 Français sur la grande région de Montréal, 120 000 Français au Québec de façon plus large. Et c'est une communauté jeune, dynamique, un grand nombre bien sûr de doubles nationaux et des gens qui sont pour certains d'ailleurs installés ici depuis très longtemps. Et l'évolution de cette communauté concernant les professions, il y a une évolution ces dernières années avec justement les régulations d'immigration? Alors, il est exact. C'est vrai que la communauté a beaucoup évolué depuis, je dirais, une quinzaine d'années, parce qu'elle a connu une augmentation considérable depuis 2001. Je peux au moins vous donner un chiffre, 86% d'augmentation entre 2001 et aujourd'hui. Donc c'est évidemment une augmentation considérable qui a changé bien sûr en partie sa sociologie. Vous avez une communauté très jeune avec environ 10 000 étudiants, de jeunes professionnels également, jeunes chefs d'entreprise et beaucoup de jeunes qui, à l'issue de leurs études, viennent chercher la première expérience professionnelle en Amérique du Nord, dans un environnement accueillant, sympathique, francophone. Et c'est vrai que les Français s'intégrant facilement ici est assez facile, on va dire globalement, pour un jeune compatriote de venir ici pour tenter l'expérience nord-américaine. Monsieur le consul, merci beaucoup et vous verrez à travers l'émission que nous avons bien évidemment toutes les représentations de cette sociologie puisque nous avons un jeune chef d'entreprise sur le plateau. Nous recevrons tout à l'heure un étudiant qui revient de Montréal. Donc en effet, c'est vraiment la représentation la plus juste que celle que vous avez évoquée. Merci. Est-ce qu'il y a un point particulier que vous vouliez aborder? Parce que je sais que pour des raisons techniques, nous ne vous aurons que quelques minutes parmi nous. Et oui, effectivement. Peut-être juste un petit message, c'est que pour les auditeurs ou les spectateurs qui nous regardent en ce moment et qui voudraient tenter cette expérience nord-américaine au Canada et particulièrement au Québec, à Montréal, juste un mot, il faut se préparer à cette expérience. On vient pas à Montréal comme on va de Paris à Lyon ou à Bordeaux. Il faut se préparer. On est en Amérique du Nord. C'est la culture nord-américaine ici. Et c'est vrai qu'on y parle français. C'est plus facile sans doute pour un Français de s'intégrer et de travailler ici. Mais les mentalités ne sont pas les mentalités que l'on peut connaître en Europe. Il est donc important pour des Français qui veulent venir tenter l'expérience canadienne, de bien se renseigner avant de venir et de s'y préparer. Merci beaucoup, monsieur le consul général, et à très bientôt. Et je pense que nombreux Français voudront tenter cette expérience. Alors, juste avant de revenir avec vous, nous allons avoir une petite page de publicité et dans quelques instants, nous revenons sur ce plateau.
Alors, au niveau des entreprises, on dénote 400 filiales françaises au Canada et à peu près 300 au Québec. Alors, ce que je voulais aussi quand même rajouter, c'est que le Canada, le Québec, c'est un pays de PME. 99% des entreprises sont des PME. Donc, c'est vraiment un pays très, très attirant pour, bien sûr, toutes nos entreprises françaises et PME françaises. On est là, effectivement, pour les aider, Chambre de commerce française au Canada. On a un très, très beau service appui aux entreprises et on accompagne tout au long de l'année nos entreprises à s'implanter avec, bien sûr, un service appui, de l'implantation. On a des bureaux d'implantation. De retour sur le plateau, comme vous l'avez constaté, c'était bien évidemment pas une page de pub, mais Véronique Loiseau, directrice générale de la Chambre de commerce française au Canada, qui nous parlait bien évidemment de la présence économique française. Alors, juste pour l'anecdote, c'est elle qui vous a accueilli en arrivant à Montréal, mais on va en reparler dans quelques instants. Et j'aurais bien aimé, l'un comme l'autre, que vous vous présentiez à nous. Donc, Carole, vous travaillez chez Desjardins. Alors, en France, expliquez-nous un peu ce que vous y faites et qu'est Desjardins. Tout à fait. Donc, effectivement, moi, je suis directrice marché des particuliers pour Desjardins, pour le bureau de représentation à Paris, mais pour toute l'Europe. Donc, nous avons ouvert ce bureau de représentation il y a 3 ans pour accompagner nos clients, que l'on appelle membres dans notre jargon, qui ont un besoin, un projet d'implantation en Europe et inversement. Face au succès, nous avons décidé Desjardins a décidé au mois de septembre d'ouvrir ce même bureau aux particuliers. Donc mon mandat consiste à accompagner financièrement tous les particuliers qui ont pour projet d'étudier, de travailler, de vivre ou également d'investir. Donc pas nécessairement vivre, mais investir au Canada. Au Canada. Très bien, merci. Alors, Laurent Dubernet, vous êtes président d'AGT. Alors, AGT, ce n'est pas une multinationale. Donc, c'est une société de Lozère au départ. Et racontez-nous un petit peu tout ça, parce que c'est quand même une belle aventure. Ça part d'un projet il y a 4 ans d'emmener une entreprise lozérienne de Mende à l'international. L'entreprise AGT fournit des logiciels informatiques pour le secteur de la franchise qui permettent d'animer, de piloter un réseau d'indépendants en fournissant des outils très évolués. Et il y a 3 ans et demi, on a choisi de partir à l'international, vers l'outre-Atlantique, c'était quand même le projet. Et on s'est dit, une première étape intéressante va être le Québec. On a quand même la chance d'avoir une langue commune, d'être des cousins. Et donc, à partir de là, tout a démarré avec la Chambre de commerce. Oui, donc c'est Véronique qui vous a accueillis. Qui nous a accueillis avec une mission de prospection que j'ai menée il y a 2 ans et demi. Donc une semaine d'intégration où j'ai pu rencontrer des entreprises québécoises, principalement de Montréal, à qui j'ai pu présenter ma société, mes projets, nos solutions. Et c'est le réseau des chambres de commerce qui vous a aidé à faire ça? La première visite a été organisée, très bien organisée par la Chambre de commerce. Très bien. Alors, par Skype, nous avons David Schalk. David Schalk, bonsoir, bonjour, je ne sais jamais comment il faut dire. Bonsoir, bonjour. Voilà, bonsoir, bonjour, on va faire. Voilà. Bien, alors, vous êtes un habitué des 24 heures chrono de l'international. Alors, pour vous, vous êtes plus l'homme de loi de l'émission. Avec plaisir. Très bien. Une réaction déjà sur justement cette présence française sur place. Comment vous voyez les choses, vous qui êtes installé depuis assez longtemps sur place, justement? Je sais que c'est une présence qui est bien accueillie des autorités au Québec, qui cherchent à grandir la présence d'immigrants francophones d'année en année. Déjà, nous recevons en moyenne au moins 3000 immigrants français à chaque année. Et ils font vraiment un atout pour le Québec en termes de capital humain et en termes de développement de notre société. Très bien. Alors justement, pour aller un peu plus loin, quand on parle de l'accord de libre-échange, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a changé? Comment ça a changé la donne, justement? Pour le moment, rien n'a changé, évidemment, parce qu'on attend encore son adoption par la Chambre de communes au Canada et les gouvernements provinciaux ainsi que le Parlement européen. Mais une fois que c'est adopté, ça risque de produire de gros changements au niveau du commerce et aussi de la mobilité des gens et le commerce de services dans l'Europe et vers l'Europe et de l'Europe vers le Canada.
Très bien. Pour vous, à votre avis, concrètement, ça va changer les choses? Je suis dans le domaine de l'informatique, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites par le Canada pour intéresser les entreprises françaises à s'installer au Canada, du crédit impôt. Je crois que le système français est calé sur le système québécois. En tout cas, il y a un accueil qui est très chaleureux et beaucoup de choses sont facilitées, aussi bien pour créer une entreprise, recruter, mais je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. On va en reparler, oui, tout à fait. Alors, David Schalk, justement, est-ce que vous voyez, vous, des secteurs plus porteurs que d'autres sur, justement, Montréal ou des opportunités spécifiques pour les chefs d'entreprise français? D'abord, disons que l'accord, s'il est adopté, là, devrait faire tomber les douanes sur 98% des produits soumis aux douanes entre l'Europe et le Canada. Donc déjà, ça fait un avantage considérable des deux côtés. Il y a certains secteurs très porteurs actuellement au Québec, dont l'aérospatial et je dirais aussi l'agroalimentaire, qui sont particulièrement intéressants pour l'Europe, parce que l'Europe est aussi très forte dans ces domaines. Très bien, merci beaucoup. Et juste sur le point des PME, comment vous avez vécu cette implantation? Comment vous voyez les choses et quels sont, à votre avis, justement, ces secteurs pour les PME qui peuvent être intéressants? Je vais parler de ma chapelle uniquement, qui est l'informatique, que je connais très bien. Donc ça fait 2 ans et demi que je vais tous les trimestres, tous les 2 mois à peu près au Canada. Notre timing a été, au bout d'1 an, de créer une société localement. Ça s'est fait extrêmement simplement, je veux dire, avec un avocat. Ce qui m'a surpris énormément, c'est qu'on crée une entreprise sans capital. Le plus compliqué a été de trouver un nom pour la société. Vous allez rigoler, mais AGT, c'était Alberta Telecom, je crois, à l'origine. Donc c'était un nom qui était bien protégé. Aucun anglicisme n'est autorisé. Donc c'était le travail le plus long. On a mis 2 mois à trouver le nom de la société. D'accord, oui. Donc c'est une réalité. Il y a eu une vraie recherche. Une vraie recherche pour trouver un nom qui n'était pas protégé et qu'on puisse utiliser. D'accord. Et ça vous semble, en tant que chef d'entreprise de PME française, voire en France, vous avez combien de collaborateurs? Une 30aine de collaborateurs. Oui, donc une belle petite PME. C'est quand même pas simple d'aborder, d'aller à la conquête de l'Amérique du Nord. J'avais la chance d'avoir vécu aux États-Unis avant et d'avoir une expérience du monde nord-américain, même s'il était en anglais. J'ai retrouvé les mêmes codes là-dessus, ce qui a facilité les choses. Un mix des deux, la France plus le nord-américain, vous arrivez à faire quelque chose. On arrive à faire quelque chose, on arrive à décoder. D'accord, très bien. Ce que disait le consul précédemment, il y a un décodage à Il y a un décodage à oui, comme le faisait remarquer le consul général, en effet, on est en émigration, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'il parle français qu'on n'est pas en émigration. Très bien, on va faire une petite page de pub et pour retrouver juste après Xavier Giraud, président d'Europoto Vacances. De retour sur ce plateau et des 24 heures chrono de l'international et on accueille Xavier Giraud, président d'Europoto Vacances. Xavier Giraud, vous m'entendez ? Oui, très bien, merci. Ah, parfait, la technique est avec nous, c'est magnifique. Alors justement, Xavier Giraud, vous avez vécu aussi une expérience d'implantation. Pourquoi avoir choisi Montréal ? Oh, écoutez, moi, dans mon cas, c'est à la fois simple et précis. J'avais constitué avec mon épouse en 90, parce que je suis français d'origine, et puis j'avais donc construit une société d'informatique à Paris en 90, que j'ai vendue en 2000, et j'avais fait en 98 des acquisitions en Amérique du Nord, notamment à Montréal. Donc mon groupe français était déjà installé à Montréal et avec ma petite famille, nous étions un petit peu aussi installés. Et on a trouvé l'environnement à la fois très agréable et surtout très sécuritaire pour élever une petite famille. Et Montréal est quand même pour des entrepreneurs très attirant et, comme environnement.
Et vis-à-vis en tant que dirigeant, donc, on parlait de souplesse administrative, on parlait de facilité. Comment vous avez vécu les choses, vous qui avez vécu les deux expériences, la France et Montréal? Alors écoutez, en termes de souplesse administrative, oui, au Canada, on peut dire que on bénéficie de la souplesse administrative, mais c'est parce que c'est pris en charge et c'est très bien encadré par les cabinets d'avocats. Ça, c'est déjà un premier point. La deuxième chose, c'est que nous bénéficions aussi d'aides provinciales et d'aides gouvernementales. Je parle en termes de petites et moyennes entreprises qui nous permettent de pouvoir innover. Alors, je parle dans tout domaine, que ce soit dans le domaine de la location de voitures ou de l'achat-rachat Peugeot, c'est mon métier actuellement, ou dans le domaine informatique, parce que c'est un vivier, effectivement, d'informaticiens en plus totalement bilingues. Alors, mon installation à Montréal a été aussi pilotée pour deux autres principales raisons. Bon, la première, effectivement, c'était pour élever ma petite famille. La deuxième, c'est que c'est un environnement, Montréal, il y a beaucoup d'universités totalement bilingues. Et vous voyez, moi, ma fille qui est arrivée à 6 ans, elle suit actuellement des études d'ingénieur logiciel en informatique à l'université de Concordia, totalement en anglais. Donc c'était une grande décision familiale, oui. Pardon ? Et je disais, c'était une décision familiale. Et la troisième raison ? Ben, la troisième raison, c'est une décision patrimoniale aussi. C'est qu'ayant vendu mon entreprise en France, le premier chèque ISF que j'ai fait, j'ai dit non, c'est pas possible. Chaque année, en fait, au lieu de m'enrichir, je vais m'appauvrir. Et je pense qu'il était temps de partir ailleurs, chose que j'ai faite, tout simplement. Merci, Monsieur Giraud, pour votre intervention. Vous vouliez rebondir, Laurent, pendant l'intervention de Xavier Giraud? Non, là, Montréal, c'est la première ville du Québec. C'est une grande ville qui est un petit microcosme où tout le monde se connaît rapidement. Et pour avoir un point d'entrée et pouvoir réseauter, comme on dit localement, c'est un endroit qui est très propice, en tout cas, pour faire du business. Ça, c'est sûr. Très bien. Alors, une petite page de publicité et nous revenons dans quelques instants sur le plateau. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. Sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'International, en direct pour Montréal. Juste un dernier petit point sur les secteurs porteurs. Vous pensez, on parlait à l'instant justement de votre activité sur la partie justement des commerces en franchise. Il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Vous pensez c'est très important, c'est intéressant parce que le secteur de la franchise au Canada représente 8% du PIB. En France, c'est moins d'1% du PIB. D'accord. Donc c'est un secteur, la franchise vient de l'Amérique du Nord. En France, c'est arrivé beaucoup plus tard. Donc ça, c'est un premier point. Des réseaux qui sont beaucoup plus vastes,
plus riche également, et sur lequel il y a une demande. Et une culture anglo-saxonne, du reporting, de l'analyse, qui est beaucoup plus marquée qu'en France. Donc pour nous, c'est un secteur qui est porteur, avec des taux de croissance entre 6 et 8% annuels. Ça fait un peu rêver. Ça fait un peu rêver, en effet. Exactement. Alors justement, si on a l'intention de partir, il y a eu des changements au niveau de l'immigration. Donc je pense que David Schall, que vous êtes revenu avec nous, quels sont ces changements? Comment ça se passe? Les changements se font au niveau de la rapidité de l'immigration au Canada ou au niveau fédéral. Moi, je parle bien hors Québec. On est capable, selon le gouvernement, de traiter les dossiers en 6 mois ou moins pour la résidence permanente. Aussi, on a évoqué tantôt l'accord sur l'échange libre entre l'Europe et le Canada. Quand ça s'est adopté, ça va faciliter toutes sortes de communication et de mobilité des travailleurs entre l'Europe et le Canada, dans le sens qu'il y aura plus de facilité pour des professionnels de venir travailler au Canada. Aussi, il y aurait plus de facilité pour la reconnaissance de leur titre de compétence. Il y aura également une possibilité accrue de mutation au sein de sociétés et il y aura aussi la possibilité de venir au Canada pour vendre des services qui sera plus facile qu'avant. Au Québec, nous avons déjà d'excellents programmes qui vont très rapidement pour permettre les gens d'accéder à la résidence permanente. Et d'ailleurs, le Canada a donné un beau cadeau aux jeunes Français cette année en rallongeant la période pour les fameux PVT de 12 à 24 mois. Voilà, donc là, il y a un changement. Et justement, Carole, comment vous voyez les choses, vous qui êtes chargée plutôt d'accompagner justement les départs vers le Canada et vers le Québec plus particulièrement? Très bien. Donc moi, je le vois effectivement d'un très bon œil. En 2013, il y a 50 000 Français qui sont partis pour une des raisons, donc étudier, travailler ou tout simplement résider de façon permanente au Canada. De ces 50 000, il y a 41 000 au Québec et environ, c'est sur des chiffres que l'on annonce, 85% à Montréal spécifiquement. Oui, donc c'est vraiment l'attractivité. Outre le PVT, effectivement, qui est attractif, il y a aussi les jeunes professionnels. Il y a également les stagiaires, donc les étudiants, effectivement, résidence permanente, résidence temporaire, les expats en font partie. Le VIA, qui n'est pas très connu, mais qui est vraiment très avantageux pour des jeunes. Et également, voilà, donc on a fait le tour Si je résume, voilà. Et je suis enfin pas moi, mais je suis jeune, imaginons, pendant quelques secondes. Mon objet, je prends contact avec vous, vous êtes capable de démêler un peu le sujet dans cette forêt de possibilités? En fait, effectivement, moi, mon focus est bancaire. Évidemment, je reste sur mon secteur d'activité. En revanche, j'ai de nombreux contacts sur les différents sujets. Donc, je suis capable d'aiguiller, notamment sur l'immigration. C'est quand même pas mon cœur de business. Bien évidemment. Et donc, ça change continuellement. Tout le temps, oui. Donc, je suis capable d'aiguiller vers des partenaires. Ouais. Voilà. Vous vouliez intervenir juste avant de nous quitter pour accueillir quelqu'un d'autre? Parler de notre expérience là-dessus. On a démarré avec un VIE, donc dans le schéma dont vous parlez, qui au bout de 2 ans, on l'a transformé en contrat de travail. Donc j'ai eu l'expérience d'avoir un contrat de travail. Et en quelques mois, on a eu la résidence permanente provinciale pour notre collaborateur. Et on attend maintenant la fédérale, qui permettra d'avoir un collaborateur à plein temps, pour 5 ans en tout cas, sur le marché, sur le Canada. Sur le Canada. Laurent, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va passer une petite page de pub et on va accueillir Anthony Brun. Merci. Une petite page de pub et on se retrouve à l'instant même sur ce plateau.
La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour Montréal et j'accueille Anthony Brun. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon. Donc vous êtes étudiant? Exactement, je suis étudiant en dernière année à l'École centrale d'électronique dans la majeure énergie et environnement. Et vous avez passé un petit moment à Montréal? Exactement. C'est-à-dire, racontez-nous. Eh bien, j'étais à l'École de technologie supérieure. Donc j'étais en échange universitaire avec mon école parisienne, donc l'École centrale d'électronique. Et donc j'ai suivi une session, mes cours en énergie sur place. Exactement. Très bien. On va aller interroger Emmanuel Vergine, chargé de développement chez Executive Relocation. Le coût du logement, ça va plus là, c'est bon. Executive Relocation. Le coût du logement, Emmanuel. Le logement à Montréal, à la location, est bien plus abordable que dans la plupart des capitales européennes. Dans des quartiers résidentiels tels que le Plateau, pour un appartement de 2 chambres, le loyer mensuel varie entre 1150 euros et 1800 euros. Pour un 3 chambres, entre 1720 et 2500 euros. Généralement, au-delà de 3 chambres, le marché propose des maisons et non plus des appartements. Pour les locations de maisons, le budget sera entre 1500 euros et 1800 euros à compter pour une petite maison de 2 chambres en non meublé. Et entre 1800 et 3200 euros pour une maison de 4 chambres, toujours en non meublé. Alors, le processus de location d'un logement est globalement simple. La mise en contrat d'une entente de location entre le locataire et son propriétaire se fait via la signature du bail québécois. Celui-ci est un formulaire officiel rédigé par la Régie du logement du Québec et disponible chez divers détaillants à travers la province. De retour sur le plateau, justement, votre expérience en termes de location de logement? Eh bien, cela a été assez facile de trouver du logement sur place. J'étais dans une coloc de 5 personnes et nous sommes passés, nous avons cherché sur Facebook, sur des groupes divers et variés, exactement. Puis finalement, on a réussi à s'orienter vers la RAGQ à Montréal, qui est spécialisée dans la recherche du logement. Et pour les étudiants, ça s'est très bien fait. Un magnifique appartement. Exactement, immense. Oui, 120 mètres carrés. C'était un grand luxe. Et donc nous avions une caution parce que c'était spécifique à la RAGQ. Mais cependant, si on passe via des propriétaires, il n'y a pas de caution sur place. Donc c'est vraiment un avantage intéressant pour trouver du logement. David Chalk, une intervention concernant le logement? Oui, effectivement, j'ai un fils qui est en ce moment à Lyon et je peux vous dire, en comparaison, c'est relativement facile de se trouver un logement au Québec. Il y a même interdiction par la loi d'exiger une caution de manière générale. Peut-être là, on parle d'un cas exceptionnel, mais il n'y a pas cette difficulté au Québec pour les gens qui viennent d'arriver. Merci. Si vous avez un problème à Lyon, vous nous appelez, David. On trouvera des solutions avec vous, vous inquiétez pas. Très bien. Alors, on va aller voir maintenant Michael Pilater, membre élu de l'AFE, pour les possibilités de scolariser ses enfants. Concernant les établissements scolaires, écoutez, à Montréal, il y en a deux distincts. Il y a le collège Stanislas, qui est à Outremont, donc un quartier qui est devenu français par rapport à l'école pour les familles qui souhaitent scolariser leurs enfants. Et il y a le collège Marie de France. Donc ce sont 2 établissements français qui sont à la fois de droit français et de droit québécois. Donc ils touchent des subventions locales et des subventions françaises. Et ces établissements sont d'excellente qualité, d'excellent niveau, puisque les résultats du bac en témoignent. C'est quasiment 100% de réussite au bac. Et vraiment, c'est 100% chaque année quasiment. Il peut arriver qu'une année, le score ne soit pas de celui-ci, mais c'est vraiment des résultats excellents. Les niveaux sont reconnus. Et d'ailleurs, l'accession, ensuite, pour les enfants qui décident de rester au Québec et aller à l'université, des ponts sont organisés, sont signés entre les écoles françaises et les universités québécoises. En France, l'accession à l'école française est gratuite, mais à l'étranger, on désire rester dans ce système-là, donc il y a un coût. On peut parler de 4 à 5 000 euros l'année. C'est un coût très important. Il y a un système des bourses qui existe. Malheureusement, aujourd'hui, le système de bourse n'est pas assez doté en subventions.
Il faut qu'on travaille, nous les élus de terrain, que ce soit avec les parlementaires, pour avoir plus de subventions, pour permettre aux familles exclues du régime des bourses d'en obtenir. Donc vraiment, c'est une scolarité qui a un coût, mais je le répète, une scolarité d'excellente qualité. Merci Michael. Oui, donc vous confirmez la haute qualité de scolarité sur Montréal pour les lycées français. Tout à fait, tout à fait. David Chalk, un point particulier sur la scolarité? Juste, il y a des gens qui pensent parfois qu'ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école en anglais au Québec, vu que le Canada est bilingue. Cela n'est pas entièrement vrai. Il y a possibilité de le faire, mais uniquement dans le secteur privé. Et pas dans le public. Et effectivement, les coûts sont beaucoup plus élevés pour l'école privée en anglais qu'en français. Merci beaucoup, David. Oui, Carole, un point particulier. Oui, je souhaiterais rajouter qu'il y a une commission scolaire anglophone et seul un statut d'immigrant spécifique, le permis de travail temporaire, permet d'accéder à l'école anglophone en anglais, mais temporairement, le temps qu'ils sont en permis d'immigration temporaire. Dès lors qu'ils passent en permanent, les enfants doivent être scolarisés dans l'école française. Et vous qui avez vécu dans l'université de Montréal, comment vous avez vécu les choses en termes de niveau de présence? Eh bien, de grandes différences par rapport à la France, certes. Notamment le tutoiement qui est quand même très évident. Oui. Et donc, ça fait quand même bizarre de tutoyer son professeur. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, ça favorise des échanges plus facilement. Enfin, c'est moins formel. Donc, d'un point de vue pédagogique, ça permet une émulation, je veux dire. Autre chose. Exactement. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Et on va aller voir Yann Chantrel, membre lui aussi élu de l'AFE, sur la qualité de vie. Montréal est la ville qui connaît la criminalité la plus faible. Et il y a également énormément de festivals. Il fait bon vivre, il y a des espaces verts, il y a la nature à moins d'1 heure du centre-ville. Vous êtes tout de suite, vous avez la possibilité de faire du ski en sortant du travail. Les horaires de travail, contrairement à ce qu'on pense, la plupart du temps on fait 35 heures, même on fait 32 heures. Donc, contrairement aux idées reçues, en Amérique du Nord, on ne travaille pas forcément des 40-45 heures comme aux États-Unis. La qualité de la vie, pour eux, c'est très important parce que pour être productif au travail, il faut être bien aussi dans sa vie en dehors. Pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant, justement, la qualité de vie au travail, la qualité de vie personnelle, l'interculturel sur place, comment ça se passe professionnellement, j'entends bien? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai travaillé et vécu 8 ans au Canada. J'ai également étudié et je peux dire qu'il y a une vraie différence culturelle, notamment professionnelle. Donc effectivement, tout est plus simple. Les relations sont aplanies entre la hiérarchie, entre les collègues. On peut facilement accéder à un N+2, un N+3. On peut également donner ses idées. Pour rebondir sur l'exemple au niveau prof, c'est exactement la même chose au niveau professionnel. On peut absolument confronter ses idées. La ponctualité et de rigueur, et ça au niveau de la France, on a des gros problèmes. Les Français qui arrivent ont du mal à se conformer et c'est vraiment très très mal vu. C'est vraiment fait partie des codes culturels. Également, ce qui est fort au niveau professionnel, c'est le réseautage. On appelle ça le réseautage au Québec. On appelle ça même le jeudi les 5 à 7. Ça n'a pas du tout la même connotation qu'en France. Qu'en France, tout à fait. Donc c'est vraiment professionnel. Le jeudi, on va boire une bière dans un pub, dans un bar avec ses collègues et on discute de tout et de rien. Mais c'est vraiment, vraiment très important. Pour preuve, donc moi j'ai travaillé chez Desjardins il y a 7 ans maintenant, donc à Montréal, et dans un autre secteur d'activité. Et depuis septembre 2014, donc depuis l'année dernière, je retravaille pour Desjardins. Donc pour vous dire, le réseautage, il est mondial, il existe réellement, et vraiment, j'en suis une preuve vraiment réelle. Et je n'ai pas spécifié, Desjardins, c'est quand même un groupe de 45 000 personnes. Donc le réseautage, ce n'est pas juste un échange de cartes d'affaires, ça se travaille au quotidien et pas seulement lorsqu'on est en recherche d'emploi. Ça a vraiment tout son sens. C'est culturel, c'est nord-américain. Voilà, tout à fait, c'est nord-américain. Ce sont des Français avec une culture nord-américaine, tout à fait. Faut pas l'oublier. Un point particulier sur le réseautage, par hasard?
Non, juste que éventuellement vous auriez eu le mec qui vous interviewe en cours et que ça vous a permis de venir ce soir. Exactement. Exactement. Ok, ce qui explique notre plaisanterie tout à l'heure sur le vouvoiement et le tutoiement. Alors juste un dernier point et après je prendrai David Schalk. Il y a quand même une spécificité pour Desjardins, c'est que vous avez ouvert un bureau à Paris et vous êtes un bureau de représentation. Donc vous êtes un peu à l'inverse quand même. Tout à fait. Donc, il y a 3 ans, on a ouvert un bureau de représentation à Paris pour desservir l'Europe, comme j'expliquais au niveau, voilà, tout à l'heure. On est dans l'opposé de ce qu'on fait, voilà. Tout à fait. Donc, nous, on dessert en fait les Français qui ont un projet de mobilité vers le Canada, mais également on réfère des Canadiens qui ont un projet de mobilité vers l'Europe. On réfère dans les deux sens, même si on s'entend que la contrepartie est beaucoup moins vraie. Mais il ne faut pas minimiser non plus. Donc il y a beaucoup de Français qui partent, mais effectivement, il y en a certains qui retournent. J'en suis aussi un exemple, un témoin, et ce n'est pas forcément une immigration ou une expatriation au sens large du terme qui n'est pas réussie. On revient pour différentes raisons. Oui, ou des fois pour repartir plus tard. Ou voilà, pour d'autres projets. Voilà. David Schalk, un point particulier que vous auriez voulu ajouter avant la fin de cette émission ? Oui, une autre différence peut-être culturelle, c'est que l'accès aux chefs d'entreprise au Québec n'est peut-être pas perçu de la même manière qu'en France, où généralement, quand on vient parler avec un chef d'entreprise sur un projet d'affaires, c'est que l'affaire est bouclée. Au Québec, ce n'est pas toujours le cas. Et aussi qu'il y a une distinction, disons, plus nette entre la vie au travail et la vie personnelle. Il est peut-être vrai qu'en France, on a plus tendance à se fréquenter en dehors du bureau. Même ici, on a tendance à décourager des relations amoureuses entre employés, tandis que c'est moins le cas en France. Donc, il y a beaucoup de nuances culturelles que le Français va devoir subir en arrivant au Québec. Oui, enfin là, vous nous prêtez des choses, mon cher David. Très bien. Merci beaucoup, David Schalk. Et la technique ne nous a pas trahis sur l'ensemble de l'émission, donc ça a été parfait. On vous a parfaitement entendu. Une petite intervention de Carole et après, je reviens sur un point particulier avec notre ami Anthony. Voilà, un point que j'aimerais souligner. Au-delà d'avoir son permis de travail, d'étudier, ou etc., son permis d'immigration, pour moi, il est fondamental pour un projet réussi et pour éviter les écueils de se faire accompagner par des sociétés spécialisées sur l'accompagnement interculturel. Pour moi, c'est majeur et c'est la clé de la réussite à un projet d'expatriation au sens large du terme. Pas juste la personne qui est expatriée ou qui a le projet, c'est un projet de famille, c'est un nouveau projet de vie. Et il ne faut absolument pas le minimiser. On parle le français, mais ce n'est certainement pas une nouvelle région de France. Comme le disait le consul général, c'est une véritable expatriation. Donc il faut le prendre en compte comme une expatriation dans un autre pays. Tout à fait. Et il faut le prendre en amont. C'est-à-dire dès la décision. Dès la décision, il faut réfléchir. Il ne faut pas attendre d'arriver dans le pays et de découvrir. Voilà, pour éviter les mauvais écueils. Merci beaucoup, Carole. Alors, mon cher Anthony, vous aviez juste envie de rajouter une chose qui vous est très professionnelle, mais on vous écoute. Oui, effectivement. Si j'ai choisi de partir au Canada, c'est effectivement pour le potentiel énergétique et puis la qualité des cours qu'il y avait à ce propos-là. Et ce qui m'a permis de construire en parallèle mon projet de fin d'études avec des étudiants à Paris, qui est une plateforme photovoltaïque itinérante, dans le cadre d'un raid humanitaire étudiant, qui est le 4L Trophy. Donc nous allons installer des panneaux photovoltaïques sur notre véhicule pour alimenter une glacière médicale. D'accord. Vous laissez un micro à des étudiants, ils vous parlent forcément du 4L Trophy. Merci, mon cher Anthony. Merci de votre participation à cette émission. Merci, Carole. Merci, David, de ce parallèle technique. Et puis, bien évidemment, merci à tous nos amis de la technique qui ont permis de nous faire des progrès techniques extraordinaires. Et bien évidemment, nous retournons au Québec avec Céline, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant nous allons à Bogota.